Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Bonjour Karine Berger, bienvenue sur l'antenne de Radio Bonjour. Classique. Vous êtes députée socialiste des Hautes-Alpes et vous êtes notamment économiste et membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On va évidemment parler de la situation dramatique du chômage en France, mais également de Christiane Taubira. Est-ce que vous la voyez partir dans un combat politique contre François Hollande ? À mon avis, non, mais je crois surtout que Christiane Taubira, première chose, a un bilan magnifique. Elle fera partie des grands ministres de la Justice de la Ve République. Et deuxièmement, peut encore être très active, très énergique et très intelligente dans d'autres combats. Je ne crois pas vraiment à un combat politique face à François Hollande. Je crois plutôt à la capacité d'apporter dans d'autres structures, comme le Conseil constitutionnel peut-être, ses capacités, ses convictions. C'est très nouveau que vous évoquiez ça ce matin, parce que beaucoup de gens, justement, la voient rejoindre Philippe Etty, Hamon, Montebourg, Duflot et les autres dans un combat, disons, à la gauche de la gauche. Et en fait, elle aurait dealé avec François Hollande pour rentrer au Conseil constitutionnel. Non, je n'ai aucune information là-dessus, Guillaume. Mais ce que je dis simplement, c'est que la personne que j'ai vue agir pendant 3 ans et demi au ministère de la Justice était là pour des convictions, pour défendre les libertés individuelles et l'égalité des droits, et que dans ce combat-là qu'elle n'a pas terminé, on la voit. Moi, je la vois plus à d'autres endroits, mais ce sera à elle de décider, bien évidemment, que forcément dans une. Donc un accord pourrait intervenir dans ce domaine-là. Je n'en sais strictement rien. Ouais. Je souhaite surtout que Christiane Taubira puisse continuer à défendre ses convictions. Mais vous vous rendez compte que si elle rentrait au Conseil constitutionnel, soit comme présidente, soit comme membre du Conseil constitutionnel, la droite qui l'a poursuivie depuis maintenant 3 ans va pousser des hurlements pour les 2 années qui continuent. Guillaume Durand, est-ce que vous vous rendez compte aussi que Christiane Taubira a surtout été insultée pour des questions racistes ? Les attaques dont cette femme a fait l'objet étaient largement liées au fait que c'est une femme noire et que jamais aucun ministre de la Justice n'a été insulté, y compris à l'intérieur de l'Assemblée nationale de cette façon. Et je pense que le fait qu'on ait vu pour la première fois dans notre République ce déchaînement de haine, notamment parce que c'est une femme noire, témoigne du fait qu'il est plus que nécessaire que l'intégralité de la gauche défende son bilan et défende aussi la possibilité pour elle de continuer à faire son travail. Mais j'entends vos arguments qui sont les arguments symboliques, mais si on prend la carrière de Madame Taubira, qui, vous le savez, sur le plan politique, à un moment voté la confiance à Édouard Balladur, puis a fait campagne avec Bernard Tapie, puis a fait perdre Lionel Jospin en 2002, on se demande pourquoi les gens de votre génération la défendent comme icône de la gauche, alors qu'elle n'a pas été particulièrement exemplaire si on prend l'intégralité de son parcours politique. Défendre Tapie, soutenir Balladur et faire perdre Jospin, il y a beaucoup de gens de gauche qui n'ont pas fait ce parcours-là. Donc, d'où vient ce statut d'icône ? Alors, personnellement, ce n'est pas une icône. Je défends ce qu'elle a voulu incarner, c'est-à-dire la défense des libertés individuelles à l'intérieur du ministère de la Justice. Mais là où vous avez raison, c'est que j'ai assisté notamment à une réunion à la dernière université d'été du Parti socialiste, où l'ensemble de l'amphithéâtre, de la salle, était debout à scander son nom. Jamais aucune personne au Parti socialiste n'avait reçu un tel accueil. Donc oui, c'est une icône pour les militants du Parti socialiste. Donc ce sont les amnésiques, en fait. Je pense surtout qu'ils ont... C'est pas du tout Christiane Taubira a incarné pendant 3 ans et demi la défense des libertés individuelles, qui est une valeur très importante de la gauche, et à un moment peut-être le plus terrible, celui où elle était attaquée encore une fois pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle défendait ou ce qu'elle travaillait. Donc oui, elle incarne pour la gauche ce combat pour les valeurs, un combat pour les valeurs qui, au Parti socialiste, est très important, quoi qu'en dise notre Premier ministre. Oui, justement, quoi qu'en dise le Premier ministre, est-ce que vous avez l'impression que c'est une victoire de Manuel Valls ? C'est-à-dire que dans un contexte sécuritaire, où effectivement vous avez un double tournant économique et sécuritaire du président de la République, incarné par Cazeneuve et Valls et Macron, il est certain que tenir des critiques contre la loi sur le renseignement, tenir des critiques contre l'affaire de la déchéance, c'est juste impossible. J'espère que Jean-Jacques Urvoas reprendra le flambeau de l'incarnation à l'intérieur du gouvernement de notre majorité, cette défense des libertés individuelles et de l'égalité des droits. Je le crois. Jean-Jacques Urvoas est un homme remarquable. D'abord, c'est un très fin juriste, et puis c'est quelqu'un qui est... Tout à fait, c'est quelqu'un qui est convaincu que, bien évidemment, le ministre de la Justice, c'est celui, au fond, qui résiste à l'intérieur d'un gouvernement, qui équilibre cette belle idée de l'état de droit vis-à-vis... Il est très proche de Manuel Valls. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est proche d'un socialiste qu'on n'a pas aussi des convictions très fortes en matière de liberté et d'égalité.
Et voilà, et exactement comme d'autres grands ministres de la justice l'ont fait dans le passé, il y a besoin à l'intérieur de l'état de droit, de rappeler à tout instant, que le droit et les valeurs fondamentales de la République doivent être mises au regard des impératifs de sécurité. Je rappelle que vous êtes député des Hautes-Alpes et que vous êtes membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale et que vous êtes évidemment très féru des questions économiques. Alors, la question du chômage, qui est peut-être la question la plus importante finalement de ces dernières heures, c'est une question qui soulève de grandes questions, enfin de grandes interrogations en France pour une raison simple que je vais résumer brièvement. Matteo Renzi a 41 ans en Italie, il vient d'assouplir le contrat de travail et dans le secteur marchand, on a créé l'année dernière 500 000 emplois. Pourquoi on n'y arrive pas en France? Pourquoi ont échoué successivement le CICE, le pacte et au fond les 40 milliards d'allègements de charges qui ont été donnés aux entreprises? Quel est le problème français? Alors moi j'ai toujours dit que c'est l'économiste qui a parlé plus que la députée socialiste. J'ai toujours dit que les baisses de cotisations patronales en France n'étaient pas le problème principal des entreprises. Elles l'ont demandé, Pierre Gattaz l'a réclamé avec son pins, elles l'ont eu, 40 milliards de moins. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que la France est une économie mature, une grande économie qui a besoin d'air frais, de sang frais, mais au sens chiffre d'affaires, business. Les entreprises en France, elles manquent de chiffre d'affaires, elles manquent de business. Et malheureusement, l'année 2016 s'engage sur un ralentissement du business et du chiffre d'affaires. Donc la question, c'est pas forcément combien vous payez l'ensemble de votre production. La question, c'est ce que vous vendez à des gens. Or là, la France, c'est vrai, depuis plusieurs années, a un problème. Donc tout ça n'a servi à rien. Je n'ai pas dit ça. J'étais de toute façon parmi ceux qui ont plutôt dit que c'était pas forcément indispensable de mettre 40 milliards d'euros, la moitié du déficit français, sur la table, qu'il fallait peut-être en garder une partie pour soutenir l'économie française, la croissance économique. Je le pense toujours, même si je suis ravie si certaines entreprises, notamment certaines PME, ont pu embaucher un peu plus de personnes avec cette baisse de cotisation patronale. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, la croissance économique. Si on est collé entre 1 et 1,5% de croissance pendant encore 5 ans, alors oui, le chômage, malheureusement, continuera à augmenter. Mais vous savez que ce bilan a des conséquences politiques, puisque finalement l'inversion du chômage n'ayant pas lieu, on voit pas très bien comment François Hollande pourrait se présenter. Il est scotché lui aussi à cette promesse, cet engagement public. Je laisse François Hollande voir la façon dont il parlera lui-même de son engagement de l'inversion de la courbe du chômage. Ce qui est certain, c'est qu'on peut difficilement quand même limiter ou réduire le bilan d'un président de la République qui est en guerre en Afrique, qui est en guerre au Moyen-Orient, qui lutte contre le terrorisme sur notre territoire et qui, par ailleurs, a fait le mariage pour tout ça, à un seul engagement. Ça, je ne l'accepterai pas politiquement. Ce n'est pas. C'est lui qui s'est engagé. Mais c'est lui qui s'est engagé tout seul dans cette impasse. C'est pour ça que je le laisse répondre sur ce point-là. Mais je ne veux pas, moi, en tant que député et responsable politique, réduire notre président à une phrase ou à un engagement. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le sujet politique du chômage... Mais il l'a dit, pardonnez-moi, je vais à toutes les conférences de presse de François Hollande, il l'a dit, répété. Je ne pourrais pas être candidat si la situation sur le front du chômage ne s'améliore pas. Donc, comme elle est de pire en pire, 90 000 sur un an, 700 000 depuis le début du quinquennat, c'est un personnage qui aujourd'hui a un peu moins de 2 ans de l'élection présidentielle et n'est absolument pas en situation de se représenter. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des gens de votre sensibilité qui envisagent d'urgence des primaires pour accompagner celle de la droite. Je crois, encore une fois, que le sujet politique du chômage est un sujet qui est déstabilisateur de l'ensemble des partis politiques français. Vous voyez, je vais vous donner un exemple très concret. Dans les Hautes-Alpes, il y a 10 jours, quand est revenue l'histoire des 35 heures, là, 10%, etc., les gens m'ont arrêté dans la rue. Mais attendez, vous êtes où, là, à Paris? Vous croyez vraiment qu'il faut parler des 35 heures alors qu'on n'a pas de boulot? C'est ça la situation politique, c'est-à-dire que l'attaque politique interne de la société française liée au chômage fait qu'aucun autre sujet économique n'est vraiment pris au sérieux par nos concitoyens. Et ça, que ça vienne de la droite, de la gauche, il n'y a qu'un seul parti qui fait son beurre là-dessus, c'est le Front National, parce qu'il y a une forme de fantasme à l'idée que peut-être il y aurait un ennemi extérieur ou intérieur, j'en sais rien, qui serait la cause de tout nouveau. Donc, le sujet ne se réduit pas au président de la République. La lutte contre le chômage et le soutien au pouvoir d'achat et la lutte contre la précarité dans notre pays, c'est un fait politique beaucoup plus grave, encore une fois, que les candidatures des uns et des autres. Mais comme économiste, vous savez, vous connaissez des théories ou des écrits qui sont faits par beaucoup de gens.
qui concerne tout simplement dire, alors on va regarder de l'autre côté de la frontière. Tout à l'heure, je citais l'Italie, on pourrait dire Cameroun en Angleterre. Pourquoi on ne fait pas ce que les autres font, qui fait que ça marche chez eux? Je parle surtout le plan du chômage. Et toujours, on retrouve toujours le même problème, c'est l'assouplissement du contrat de travail. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on ne fait pas. Guillaume Durand, permettez-moi d'être en désaccord avec votre assertion. L'Italie, c'est le cas. L'Italie, la situation économique de l'Italie est limite désespérée. Ils ont un niveau de richesse par habitant qui est toujours... Ils ont toujours 11% de chômeurs, mais ils en ont 500 000 de moins. Avec une situation de précarité des gens et une situation générale de l'économie qui ne s'améliore pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut véritablement arriver dans une société où les gens travaillent pour des clopinettes, pardonnez-moi l'expression, à partir du moment où on estime qu'ils ne sont plus au chômage? En Italie, il n'existe pas d'assurance chômage. Cela n'existe pas. C'est-à-dire quelqu'un qui est licencié ne touche rien derrière. Donc, on est vraiment sur des modes d'organisation du marché du travail qui n'ont rien à voir d'un pays vers l'autre. La France a choisi une productivité très élevée. Une statistique qui vient de sortir et qui est très intéressante montre que le nombre d'heures totales travaillées en France chaque année est plus élevé qu'en Allemagne. Tout simplement parce que l'organisation du travail et le nombre de personnes sur le marché du travail, notamment des femmes, n'a rien à voir. Donc ne faisons pas des comparaisons rapides. La France, elle a besoin de former les gens à un travail assez qualifié, voire très qualifié. Mais reconnaissez avec moi, ce sera mon dernier mot, que dans un monde qui est, pardonnez-moi de me répéter, mais qui est mondialisé, il est quand même bizarre de se dire qu'on est tellement une exception française qu'on va faire tout ce qu'il faut, sauf ce que les autres font. Non, on fait la formation professionnelle, c'est quelque chose qui en France n'a jamais réussi à se mettre en place. Et pour le coup, en Allemagne, la situation est très... Les accords d'entreprise sur les cas de ralentissement de chiffre d'affaires pour moduler la quantité de travail, ça vient d'Allemagne et c'est mis en place en France. Merci beaucoup Karine Berger d'être venue en direct sur l'antenne de Radio Classique ce matin. Il est 8h27. Dans un instant, le rappel des titres. Et puis tout à l'heure, donc, nous retrouvons Henri Leclerc et Philippe Bilger qui viendront parler justement du bilan juridique comme garde des Sceaux de Christiane Taubira.